Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence qui va porter sur les relations qu'un gouverneur de la Nouvelle-France, c'est-à-dire du Canada français, au XVIIe et XVIIIe siècle, a eu avec les Récollets, dont je vais expliquer ce que c'est, pendant son gouvernement. Alors, c'est un sujet évidemment qui va nous transporter à l'époque de la Nouvelle-France, à l'époque de Louis XIV. Et je rappelle que Louis de Buade de Frontenac est nommé gouverneur de la Nouvelle-France par Louis XIV le 7 avril 1672. Et donc, il est à la tête d'un territoire français et nord-américain immense, mais fragile, comme vous le savez. Frontenac est un homme de terrain, c'est un homme pragmatique. Il sait que la cohésion sociale de la Nouvelle-France, elle repose aussi beaucoup sur, bien sûr, la force militaire, mais aussi sur la cohésion religieuse. Et donc, dans ce contexte-là, les Récollets vont jouer un rôle très important dès 1615 à Québec, puis ensuite lors de leur retour en 1670. Alors leur mission va dépasser largement l'évangélisation, puisqu'ils vont soutenir aussi les jeunes pionniers français, ils vont soutenir les populations autochtones également, et ils vont servir de médiateurs entre les autorités de la Nouvelle-France et également donc le gouvernement royal. Alors, l'alliance entre Frontenac et les Récollets, en fait, ça va vraiment être le moment d'illustrer l'interdépendance entre le pouvoir politique et les autorités religieuses, puisque le gouverneur, lui, il défend la colonie par la diplomatie, ou si besoin par la guerre, tandis que les Récollets, eux, ils vont consolider par la foi ou par la moralité. Donc cette entente, évidemment, elle va contraster avec celle avec les jésuites, puisqu'on va voir que Frontenac a des relations difficiles avec les jésuites, qui sont plus rigoristes, plus politisés, qui vont évidemment s'opposer régulièrement à la flamboyante autorité du gouverneur, et donc leurs relations vont être extrêmement difficiles, et on va voir qu'il y a un contraste très fort entre les relations de Frontenac avec les jésuites et puis les relations de Frontenac avec les Récollets. Et donc nous allons voir, en fait, ça va être un petit peu notre question pour cette conférence, c'est de voir comment les Récollets, proches du gouverneur Frontenac, deviennent des alliés précieux dans sa volonté de maintenir en fait un certain ordre en respectant un certain pragmatisme dans la gestion des affaires de Nouvelle-France. Alors je voudrais d'abord qu'on voit dans un premier temps les Récollets en Nouvelle-France et l'arrivée de Frontenac. Alors tout d'abord, je voudrais quand même vous expliquer un petit peu comment les Récollets sont arrivés en Nouvelle-France. Les Récollets, ça vient du nom récolter, qui est du vieux français, qui vient de récolligere, c'est du latin. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est un peu comme la récollection. Vous savez, c'est qu'on va rassembler les choses. Et donc, ils vont se constituer en ordre religieux à la fin du XVIe siècle et venant eux-mêmes de l'ordre des franciscains. Donc, les franciscains étant les disciples de saint François d'Assise. Alors, ils vont chercher une vie à la fois plus austère, plus contemplative que celle des franciscains réguliers. Alors, ils veulent aussi respecter strictement la pauvreté et la simplicité. On va voir que la simplicité, c'est vraiment une des caractéristiques des Récollets, et le fait qu'ils soient donc, entre guillemets, moins politisés, par exemple, que ne le sont les jésuites, et c'est une des raisons qui vont expliquer les bonnes relations avec Frontenac. Alors, au début du XVIIe siècle, les Récollets jouent un rôle fondamental dans l'implantation du christianisme en Nouvelle-France, puisque les premiers missionnaires des pères Récollets, donc comme je l'ai mis là sur cette image, eh bien, ils arrivent en 1615 à Québec. Alors, comme je sais que vous êtes tous très avertis sur l'histoire de la Nouvelle-France, vous savez que Québec a été fondé en 1608 par Samuel de Champlain, donc on est 7 ans après la fondation de Québec. Cette première communauté religieuse s'installe en Amérique française avec 4 pères Récollets, que vous voyez sur cette image, vous voyez Champlain, qui est en train d'accueillir 4 pères Récollets. Alors je vous donne leur nom, ils s'appellent Pacifique Duplessis, Joseph Le Caron, Denis Jamet et Jean Dolbeau. Et donc ils sont partis le 24 avril 1615 du port de Honfleur. Oui, tout à fait, voilà, c'est un peu comme une révision si vous voulez. Et qui arrivent donc à Québec en
mai 1615. Ils arrivent en juin même, ils arrivent d'abord à Tadoussac, puis ensuite à Québec. Ils célèbrent leur première messe le 24 juin 1615, hein, donc ça c'est un moment important, puisque vous savez que le 24 juin, c'est le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Dans la ville de Québec, eh bien, les Récollets vont donc se consacrer à l'évangélisation, à l'instruction, à l'encadrement spirituel. Et puis, vous le savez, ils vont commencer à s'installer sur un méandre de la rivière Saint-Charles, qui est une rivière qui est proche de la ville de Québec. Je vous montrerai une carte tout à l'heure. Et donc, ils vont être vraiment au départ les seuls représentants du clergé régulier en Nouvelle-France. Mais la situation va changer, puisqu'en 1625, eh bien, les jésuites arrivent donc en Nouvelle-France. Alors, ils étaient déjà là avant, mais ils arrivent là de manière permanente. Et ils sont soutenus par des puissants réseaux, hein, vous bénéficiez d'une solide réputation intellectuelle, missionnaire, et ils vont être rapidement quand même en rivalité, puisque les jésuites, c'est un ordre très structuré, hiérarchisé, souvent très instruit, qui vont privilégier une approche assez construite, fondée sur l'apprentissage des langues autochtones, la rédaction des récits missionnaires, tandis que les Récollets sont plus pauvres, plus austères, et ils vont adopter une méthode plus simple, plus proche en fait des populations locales, davantage axée par exemple sur les sacrements eux-mêmes. Et donc évidemment cette rivalité va fragiliser la position des Récollets, puisque eux bénéficient bien sûr de ressources financières moindres, de même que de soutien politique moindre également. Alors leur situation change donc en 1629, puisque, vous le savez, les frères Kirk eh bien, s'emparent de Québec, hein, donc on dit que c'est un véritable acte de piraterie, puisque l'Angleterre n'a pas demandé cette conquête, et à ce moment-là, eh bien, les Récollets sont obligés de repartir. Et vous savez que le 29 mai 1632, il y a le traité de Saint-Germain-en-Laye qui rend Québec à la France sous Louis XIII, et pour autant les Récollets ne reviennent pas tout de suite. Il va falloir attendre 1669-1670 pour que une décision de Louis XIV en personne autorise les Récollets à revenir en Nouvelle-France. Alors ce retour tardif, certainement qu'il est dû à l'influence aussi des jésuites, mais aussi il y a une volonté des administrateurs français de diversifier les acteurs ecclésiastiques. Ils ne veulent pas uniquement avoir comme interlocuteurs les jésuites. Et puis vous le savez, Louis XIV lui-même est très méfiant contre tout ce qui est corps intermédiaire, et donc évidemment il n'est pas du tout favorable à ce qu'un groupe soit trop puissant dans un de ces territoires. Alors en mai 1670, eh bien, les pères Théodore Germain Allard, Gabriel de la Ribourde, Hilarion Guénin, Simple Landon, Luc Lefrançois et Anselme Bardon vont s'embarquer à La Rochelle pour arriver en Nouvelle-France le 18 août. Et à leur retour en Amérique française, les Récollets sont très bien accueillis. Jean Talon nous dit, alors voilà ce que les Récollets voient quand ils arrivent à Québec. Hein. Donc on a une représentation de la ville de Québec sur un cartouche d'une carte de Franklin, Jean-Baptiste Franklin, qui est un cartographe de l'époque de Frontenac, ami de Frontenac également. Et donc on voit à peu près comment était la ville de Québec à cette époque-là. Et en fait, les pères Récollets sont donc bien accueillis par Jean Talon. Et Jean Talon nous dit, dans une lettre écrite à Colbert, que les Récollets sont accueillis avec joie par les habitants de la ville. Donc très vite, ils vont retrouver leur couvent de départ, c'est-à-dire près de la rivière Saint-Charles, qui a été rebaptisée entre-temps Notre-Dame des Anges. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont reprendre aussi leur mission évangélisatrice. Et c'est dans ce contexte qu'arrive Louis de Buade de Frontenac comme gouverneur de la Nouvelle-France en 1672. Donc vous le savez, il est de la noblesse d'épée, il a donc une haute mission pour sa fonction de gouverneur. Vous savez que le gouverneur, il représente le roi, hein, et il doit normalement gouverner avec un intendant, hein, qui lui s'occupe plus des affaires de police et justice. Et il arrive donc à Québec à l'automne 1672. Donc il rencontre Jean Talon, hein, c'est ce que vous pouvez voir ici. Donc on peut penser qu'ils ont échangé sur différents sujets liés notamment aux Récollets et aux Jésuites. Et ensuite, vous le savez, Jean Talon repart en France, où Frontenac se retrouve seul administrateur pendant quelques années, puisque l'intendant suivant n'arrive que quelques années plus tard.
Donc, alors, je voudrais d'abord vous expliquer que Frontenac, c'est un gouverneur français qui est une sorte de vice-roi, on peut dire, hein, mais vous savez qu'on n'utilise pas ce nom-là chez nous, hein, on parle plutôt d'un gouverneur. Et la source principale de difficulté que Frontenac va rencontrer avec les autorités religieuses de la Nouvelle-France, c'est ce qu'on appelle le gallicanisme. Alors le gallicanisme, c'est, on peut dire, une doctrine politico-religieuse qui professe que la religion catholique en France doit être le plus possible indépendante du pape. Plus précisément, c'est, je cite, je vous cite une définition qui est très concrète, l'ensemble des tendances, des pratiques et surtout des doctrines relatives à la constitution et à l'étendue du pouvoir spirituel, répandues spécialement dans l'ancienne France et opposées en des mesures diverses à certaines prérogatives du pape à l'égard de l'Église et de l'Église vis-à-vis de l'État. En clair, le gallicanisme veut que le pape intervienne le moins possible dans les affaires religieuses du royaume. Et dans le royaume de France, depuis Philippe le Bel, et même peut-être encore avant, eh bien, les relations entre les rois de France et la papauté sont complexes. Vous savez que même si le roi est appelé fils aîné de l'Église, les relations sont souvent complexes et il y a différents textes qui ont réglementé ces relations et la plupart du temps au profit du pouvoir politique. Notamment, il y a la pragmatique sanction de Bourges en 1438, ça c'était sous le roi Charles VII, et puis le Concordat de Bologne en 1516 sous le roi François Ier. Qu'est-ce que disent ces textes? Ils disent que le roi très chrétien nomme les évêques, en gros, et que c'est le pape qui leur donne l'investiture canonique. Alors, Louis XIV, pour en revenir donc à notre sujet, Louis XIV montre pendant son très long règne qu'il est proche des officiers gallicans. Lui-même, en fait, il a cette conception-là. On le voit notamment dans un texte très important du règne de Louis XIV qui s'appelle la Déclaration des 4 articles, qu'on dit aussi Déclaration du clergé de France, qui a été rédigée par Bossuet lui-même, l'évêque de Meaux, et qui va définir les libertés de l'Église gallicane. Celles-ci ne vont donner au pape qu'une autorité spirituelle et donner aux coutumes locales un rôle face à l'autorité du pape. Et à ce moment-là, eh bien, cela va avoir des conséquences, notamment en Nouvelle-France. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre d'officiers publics partagent ce point de vue. Alors, cela, évidemment, ne remet pas en cause leur foi catholique. Ils ne sont pas moins catholiques pour autant. Mais par contre, ils ont une conception gallicane de leur pouvoir. C'est-à-dire que tout l'enjeu, évidemment, est de gérer cette double loyauté vis-à-vis du roi et vis-à-vis du pape. Et donc, évidemment, tous ceux qui vous ont peut-être dit qu'en Nouvelle-France, il y avait une influence démesurée du clergé, on entend souvent ça, notamment colporté par certains historiens américains, notamment Francis Parkman, qui a beaucoup écrit ça, eh bien, en fait, c'est totalement faux, parce que d'abord, il y a des différences de point de vue entre toutes ces personnes, et en plus, le pouvoir politique est particulièrement jaloux de ses prérogatives. Et donc, Louis de Buade de Frontenac lui-même manifeste un profond gallicanisme, tout comme l'intendant Jean Talon, et il est soutenu par son roi lui-même, puisque le roi écrit, donc Louis XIV, il écrit à l'égard de l'Église, mon intention est que les droits et les privilèges de ma couronne et les libertés de l'Église gallicane soient observés pour tout ce qui concerne le spirituel. Mais comme c'est une matière difficile, il suffira que vous me donniez avis de tout ce que vous observerez en cette matière et que vous croiriez être contraire à mes droits et au bien de mes peuples. Donc la consigne est extrêmement claire et Frontenac compte bien, s'y atteler. Alors très vite, il va entretenir des relations difficiles avec l'Église locale, notamment avec l'évêque, Monseigneur de Laval, et également donc avec les pères jésuites, ce qui lui vaudra d'ailleurs une remontrance du même Louis XIV, qui trouve que là, les relations sont beaucoup trop difficiles, puisque le roi lui écrit « Tous les corps et presque tous les particuliers qui viennent de ce pays se plaignent ». Donc évidemment, quand vous recevez ça du roi Soleil,
c'est intimidant et c'est une des raisons pour lesquelles Frontenac sera rappelé en France et qu'il y aura une période intermédiaire entre ces deux mandats. Alors en fait, cette querelle n'est pas que vaine parce qu'elle démontre que le pouvoir civil de cette époque tend à contrecarrer une influence qui serait trop politique de l'Église. Et Frontenac, justement, va avoir une remarquable et constante proximité avec les pères récollets, qui sont, eux, beaucoup plus réceptifs au gallicanisme que ne le sont les jésuites. Je vous rappelle que les jésuites dépendent directement du pape, ce qui n'est pas le cas des récollets, et surtout moins politisés, souvent conciliants avec le pouvoir en place. Certains vont même leur reprocher d'être beaucoup trop complaisants avec le gouvernement, de même qu'ils laissent toute la place à la transmission de la foi. Alors, c'est ce que je voudrais voir justement dans une deuxième partie, c'est-à-dire Frontenac et les pères récollets dans sa première administration. Alors, les récollets sont revenus en Nouvelle-France en 1670. Je l'ai dit tout à l'heure, ils sont bien soutenus par l'intendant Jean Talon, qui est persuadé que leur présence peut contrebalancer l'autorité, on va dire, trop établie des premiers ecclésiastiques, c'est-à-dire des jésuites. Ils ont été accueillis avec joie, et Colbert correspond avec Frontenac, et il confirme cette idée de contrebalancer l'influence des jésuites. Je vous cite Colbert dans une lettre de 1673, écrite le 13 juin. Colbert dit « Je fais passer en Canada 5 religieux récollets pour fortifier la communauté de ces religieux qui est déjà établie. Mon dessein étant par ce moyen de donner un peu plus de liberté aux consciences qu'elles n'ont eu jusqu'à présent. Mais encore que ce soit mon dessein, vous ne devez point vous mêler de tout ce qui concerne les consciences et la conduite de l'évêque, prêtre, jésuite et récollet, que par raison, par douceur et par exhortation, travaillant toujours autant que vous le pourrez, par ce moyen, à diminuer la trop grande autorité que ces ecclésiastiques s'étaient donnée, en gênant peut-être un peu trop la conscience de ces peuples. » Donc vous voyez, une lettre extrêmement réaliste sur la situation et l'attitude des uns et des autres. Et donc le gouverneur Frontenac est d'une grande bienveillance envers les récollets et le reste pendant toutes ces deux administrations. Le 29 mai 1673, les récollets, c'est ce que j'indique ici sur cette image, ils vont recevoir par un acte notarié une donation de la terre aux récollets par Louis de Buade de Frontenac. Et cette donation, c'est un acte du gouverneur lui-même, c'est la confirmation de leur propriété près de leur ancien couvent, donc sur la rivière Saint-Charles, avec des droits de pêche également. Et cela est confirmé par des lettres patentes de Louis XIV en faveur de l'établissement, je cite, de notre couvent de Notre-Dame-des-Anges de Québec. Toujours en 1673, après autorisation reçue de Frontenac, sur demande du commissaire provincial des récollets, c'est-à-dire celui qui dirige l'ordre des récollets, il s'appelle Gabriel de la Ribourde, les récollets vont mener avec le père Exupère d'Étunes, ils vont fonder une mission à Percé. Vous savez, Percé, c'est en Gaspésie, donc c'est quand même assez loin de Québec, c'est une mission importante, une région stratégique pour la pêche, et aussi les échanges avec les populations autochtones, et donc dans leur ensemble. Et cette implantation missionnaire et pastorale va témoigner de leur volonté de s'établir durablement en Nouvelle-France. Alors malgré les obstacles, les invasions militaires et donc leur exil prolongé entre 1629 et 1670, là on voit que depuis qu'ils sont revenus, ils sont installés durablement, ils apportent effectivement des points très positifs, et Frontenac ne tarit pas d'éloges sur eux. Donc je vous montre cette lettre, vous voyez tout en haut, je vous le lis, parce que c'est écrit quand même petit. Il écrit donc à Colbert en novembre 1674, Frontenac écrit « Si les pères récollets étaient en plus grand nombre et qu'on les voulut employer, ils feraient assurément des merveilles dans les missions. » Vous voyez, le gouverneur est extrêmement laudatif à leur sujet. Et donc, évidemment, vous imaginez bien que si ce que dit Frontenac à Colbert est connu d'autres personnes, cela va susciter des jalousies, et ça ne manque pas d'arriver, puisque, évidemment,
les Récollets sont accusés d'être beaucoup trop déférents vis-à-vis du pouvoir politique. Vous savez, les querelles qu'on trouve au XVIIe siècle en Nouvelle-France, on pourrait les trouver dans nos pays contemporains, pas tout à fait de la même façon, mais ça ressemble beaucoup. Et donc Frontenac est obligé de réagir fermement pour les défendre, notamment dans une lettre, par exemple, qu'il va écrire au père François Lefebvre en 1674. Colbert est destinataire en copie. Il rappelle aux Récollets qu'ils n'ont pas été envoyés en Nouvelle-France pour y mener la vie des contemplatifs, mais pour aider à travailler à la vigne du Seigneur, où l'on, alors là il s'agit des autres ecclésiastiques, voudrait bien ne pas vous donner grande part. Donc en gros, il leur défend, mais il leur rappelle que eh bien, ils sont là aussi pour l'évangélisation et travailler donc à la vigne du Seigneur. Le père Récollet Eustache Maupassant, qui est le confesseur de Frontenac à cette époque, se plaint à Colbert de l'attitude dont il est victime de la part de certains hommes d'église, en lui indiquant que ceux qui ont la direction de l'église font sous-main ce qu'ils peuvent pour nous rendre inutiles dans ce pays. Donc, imaginez l'ambiance qu'il y a entre tout ce monde-là, alors qu'évidemment ils ont un but commun, c'est l'évangélisation, mais en fait ils ont des rivalités extrêmement importantes. Et Eustache Maupassant précise que quand il s'est présenté quelque occasion de nous donner de l'emploi dans les missions, soit pour les sauvages, soit pour la colonie, je rappelle ce qu'on appelle sauvages à l'époque, ce sont les populations autochtones amérindiennes, et ce terme n'est pas péjoratif, ça veut dire qu'ils vivent dans la forêt, c'est de la même racine que sylvestre. Ils y ont formé 1000 difficultés, quoique nous ayons assez de bénédictions pour croire que Dieu s'y veut servir de nous. Et il se plaint avec amertume que quand on n'a pas pu s'empêcher de nous en donner, on a fait courir de faux bruits pour ôter la confiance que les gens auraient pu prendre en nous, et il souligne à Colbert ce qui nous intéresse ici au plus haut point, je cite, la très grande charité et la très forte protection de Monsieur le comte de Frontenac. Donc vous voyez que là, les Récollets, eux aussi, de leur côté, sont extrêmement laudateurs vis-à-vis de Frontenac, qu'ils jugent particulièrement important pour les protéger. Donc on voit que la mésentente se trouve aussi au sein de l'Église, et le gouverneur veut à tout prix convaincre le gouvernement royal que ce sont les Récollets qu'il faut soutenir. Et donc il dit par exemple à propos de Frontenac, dit par rapport au supérieur des Récollets, le père Eustache Maupassant, qu'il est, je cite, un très grand prédicateur, et qu'il a donné peu de chagrin à ceux de ce pays qui ne sont pas si assurément habiles. Et il n'hésite pas, le gouverneur Frontenac, à dénoncer les méthodes des adversaires des Récollets, c'est-à-dire les jésuites, puisqu'il les accuse même de vouloir établir une espèce d'inquisition pire 1000 fois que celle d'Italie et d'Espagne. Donc vous voyez un petit peu, l'ambiance est extrêmement dure entre d'un côté le gouverneur qui soutient les Récollets et de l'autre les jésuites. Soulignons aussi que l'évocation du trop grand poids des jésuites et donc de la nécessité de leur apporter un contre-pouvoir, c'est aussi un des rares cas, regardez cette lettre, où Frontenac écrit un passage en lettres cryptées. C'est-à-dire qu'il va utiliser un code secret, vous voyez, avec des chiffres, pour que ça ne puisse pas être lu par n'importe qui. C'est dans sa lettre du 2 novembre 1672. Et vous voyez, celui qui a reçu, l'administrateur qui a reçu la lettre en France, l'a décrypté. Je vous lis le passage, je ne l'ai pas décrypté moi-même, il était déjà décrypté par la haute administration française de l'époque. Il est écrit « Je crois que vous approuverez que j'en ai usé de la sorte et qu'il est bon d'empêcher que les jésuites ne s'attribuent des privilèges particuliers. » Fin de la citation. Alors, lors de l'année 1677, les supérieurs de l'ordre des Récollets choisissent Frontenac pour syndic apostolique, c'est-à-dire pour être leur protecteur laïque et faire, au nom du couvent, les démarches liées au contrat des biens meubles et immeubles. Alors, le syndic apostolique, il est désigné vraiment comme un ami spirituel, mais à Québec, les Récollets vont donner même à Frontenac le titre de père. De ce fait, Frontenac fait élever à ses frais, en faveur des Récollets de Québec, un nouveau corps de logis dans le couvent Saint-Charles, Notre-Dame-des-Anges, comme en témoigne le père Chrétien Leclerc dans son livre qu'il a dédié au comte de Frontenac. Il dit
comme il nous arrivait insensiblement quantité de sujets de France pour observer la régularité des offices dans la maison de Notre-Dame-des-Anges et qu'il n'y avait pas de logement régulier, Monsieur le comte de Frontenac avait eu la bonté de faire à ses frais et dépens bâti un corps de logis de 60 pieds de long sur 21 de large. Il nous donna le haut et l'on pratiqua un dortoir et un chœur et 9 cellules pour les religieux. Il s'était réservé dans le bas des appartements où ce seigneur, le comte de Frontenac, venait faire des retraites de 10 à 15 jours à chacune des 5 grandes fêtes. Fin de la citation. Alors, dans ce nouveau logis qu'il finance, le comte de Frontenac se réserve pour lui un appartement, un grand appartement quand même, pour y effectuer plusieurs fois dans l'année des retraites spirituelles, loin des tumultes des affaires politiques, dans sa fonction de gouverneur, si bien qu'on l'appelle bâtiment de Monsieur le Comte. On parlera aussi de l'aile Frontenac. Et regardez ici sur cette carte, ce dessin donc, de Jean-Baptiste Louis Franklin. Eh bien, tout en bas, vous avez donc le méandre de la rivière Saint-Charles, et en bas à gauche, vous avez le chiffre 15, c'est écrit petit, c'est le couvent des Récollets. Vous voyez, donc il est proche de la rivière Saint-Charles, il n'est pas tout près du centre-ville de Québec. Vous voyez, il y a quand même une petite distance entre les deux. Évidemment, en 1678, eh bien, le roi va accorder aussi d'autres permissions aux Récollets, notamment de s'établir à Fort Frontenac. Je rappelle que c'est sur le lac Ontario, c'est une des grandes réalisations de Frontenac, et également à Percé. Il leur donne des concessions, et ces lettres patentes sont signées le 12 mai 1678 à Saint-Germain-en-Laye. Alors, quelques années après, en 1681, un épisode est quand même intéressant aussi, je trouve, car visiblement peu satisfait du clergé local, plusieurs habitants de Ville-Marie, qui est le nom de Montréal de l'époque, s'adressent directement au gouverneur Frontenac afin de lui demander de leur envoyer des Récollets, je cite, pour le repos et le soulagement de leur conscience. Fin de la citation. Il supplie Frontenac de persuader Monseigneur de Laval pour, je cite, obtenir le consentement de Monseigneur de Laval que sa charité ne leur saurait dénier vu le grand zèle qui témoigne pour le salut de leurs âmes. Fin de la citation. Donc l'importante division de fonds entre les jésuites et les Récollets subsiste toujours, et l'intransigeant évêque de Québec, lui, il n'hésite pas à manier l'excommunication, notamment avec l'affaire de l'eau-de-vie aux Amérindiens, et la demande des habitants de Montréal va témoigner de l'excellente réputation des Récollets auprès des fidèles. Mais Monseigneur de Laval dit non. Les Récollets ne peuvent pas s'installer à Montréal, en tous les cas, pas tout de suite. Il leur faut attendre quelques années. Alors, quelques mois plus tard, donc là en 1681, quelques mois plus tard, en 1682, Frontenac est rappelé en France. Vous savez que c'est notamment la querelle avec l'intendant Duchesneau qui déclenche ce rappel. Et les Récollets, eux, continuent d'œuvrer dans la colonie. Vous voyez sur ce plan, qui est établi lors de la victoire de Frontenac à son retour, je vais vous en parler dans un instant, eh bien, le monastère des Récollets se trouve en bas à droite du plan, près du méandre de la rivière Saint-Charles. Vous avez l'installation des Récollets, donc qui sera le futur hôpital Notre-Dame-des-Anges. Et donc, en fait, à ce moment-là, eh bien, on arrive donc au troisième point de cette conférence, c'est-à-dire les Frontenac et les Récollets dans sa seconde administration. Alors, Frontenac revient donc en Nouvelle-France en 1689 et, dès son retour, il reprend sa politique de soutien aux Récollets. Donc, vous savez qu'il va répondre aux Anglais par la bouche de ses canons en 1690. Je reviens pas sur cette importante bataille donc, à Québec qui va donc, évidemment faire la réputation de Frontenac. Et donc, les Récollets sont toujours installés donc, près de la rivière Saint-Charles. Sauf qu'entre-temps, on a changé d'évêque. Monseigneur de Laval est parti, il a été remplacé par Monseigneur de Saint-Vallier depuis 1687, et qui lui est beaucoup plus conciliant. Et il a autorisé les Récollets à s'établir à Montréal. Ils vont fonder une église des Récollets grâce au père Joseph Denis, qui est lui-même un grand ami de Frontenac. Et en mars 1692, des lettres patentes de Louis XIV vont accorder à l'évêque la permission d'établir un hôpital général à Québec.
Ces lettres, qui sont contresignées par Louis Philippot de Pontchartrain, c'est 28 articles qui vont permettre à l'évêque d'acquérir le couvent, ce que je mets ici, de la rivière Saint-Charles, le domaine des Récollets, pour y établir l'hôpital général de Québec. La fondation de cet hôpital, elle est faite sur les recommandations de Frontenac, et c'est un échange entre Monseigneur de Saint-Vallier et les Récollets en date du 13 septembre 1692. Cet hospice va être dédié aux pauvres, aux mendiants, aux vieillards, aux invalides, et il ne va plus être dirigé par les Récollets, parce que les Récollets vont échanger dans le couvent, ils vont partir de là, et ils vont aller s'installer dans le Vieux-Québec actuel, pas très loin de l'actuel château Frontenac. Les religieuses vont donc diriger cet hôpital général. Monseigneur de Saint-Vallier leur dit « Mes filles, oubliez-moi après ma mort, mais n'oubliez pas mes pauvres ». Et donc, le 22 juillet 1693, un acte notarié est passé devant le notaire maître Genappe de Belfond à Québec, dans lequel le comte de Frontenac dépose l'acte d'assemblée pour faire en sorte que le syndic apostolique des Récollets au Canada transige avec l'évêque de Québec pour la vente du couvent de Notre-Dame-des-Anges et de ses dépendances. Et donc l'hôpital général de Québec, ça va être vraiment le témoin important de cette époque, puisqu'il est toujours debout. Vous savez que il me semble que c'est la plus vieille église de Québec, de tout le Québec actuel, puisqu'elle date de 1671, et elle était hors de portée des boulets anglais, enfin des boulets de canon, des boulets anglais lors de la bataille de 1690. Donc en fait, autant le Vieux-Québec a été en partie bombardé lors de l'invasion anglaise, mais surtout, je pense à celle de 1759, donc beaucoup de destruction dans le Vieux-Québec pendant cette bataille-là, autant l'église du couvent Notre-Dame-des-Anges de l'hôpital général n'a pas été touchée, et il n'y a jamais eu d'incendie. Vous savez qu'au Canada, il y a des incendies réguliers en plein de lieux, et là, ce n'est pas le cas du tout. Donc c'est vraiment un témoin de l'époque de Frontenac. Donc l'hôpital va accueillir tous les malades, les pauvres, les vieillards, les indigents, et va s'inscrire dans la tradition européenne, finalement, des hôpitaux religieux, où les soins médicaux vont être étroitement liés à la charité chrétienne et à l'assistance spirituelle. L'hôpital va jouer donc un rôle social, et il compte dans le bâtiment une aile Frontenac, avec donc, comme je disais tout à l'heure, des appartements, une salle à manger notamment, qui va témoigner un peu du mode de vie, avec des boiseries, etc. Un décor soigné. Aujourd'hui, évidemment, cet hôpital général, je vous ai mis en bas donc, à quoi il ressemble actuellement, il peut être visité. Et c'est un symbole vraiment de cette époque. On retrouve un peu l'atmosphère de la Nouvelle-France. L'aile Frontenac a été remplacée par l'aile de l'apothicairerie qui date de 1714, donc quand même très ancienne. Et ça permet de se replonger un peu dans l'ambiance de la Nouvelle-France. Alors évidemment, Frontenac commence à avoir un certain âge, et puis là, il est malade, il fait un testament. Et pourquoi je parle de son testament ? Eh bien parce que dans son testament, il va citer les Récollets. Dans son testament, le 22 novembre 1698, il veut se faire inhumer dans la chapelle des Récollets de Québec, et il demande qu'il soit fait don de 1500, il fait don plutôt de 1500 livres, et il demande qu'avec ces 1500 livres, on célèbre une messe quotidienne toute l'année pour lui, une messe anniversaire à perpétuité, et un service commun à lui et à son épouse quand celle-ci décédera. Et donc, il meurt quelques jours plus tard, le 28 novembre, et les obsèques du gouverneur Frontenac ont lieu le 1er décembre 1698 en l'église des Récollets de Québec. Donc voilà l'acte de sépulture. Dans l'acte de sépulture, qui est dans le registre paroissial de l'église Notre-Dame de Québec, on voit dans cet acte l'inscription « Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur de ce pays, le 1er jour de décembre, de l'an 1698, a été inhumé dans l'église des Récollets par Monseigneur l'évêque, l'illustre et révérend évêque de Québec, Messire Louis de Buade, comte de Frontenac, lieutenant général et gouverneur pour le roi, dans toute l'étendue de la Nouvelle-France, lequel est décédé le 28e du mois de novembre de cette présente année,
après avoir reçu les sacrements de pénitence viatique et extrême-onction. Et on vous précise, ont assisté à son inhumation un fort grand nombre de personnes, signé François Dupré, curé de Québec. Donc vous voyez que l'église des Récollets va servir de lieu de sépulture, et évidemment, donc, elle a un rôle important à ce moment-là. Voilà à quoi elle ressemblait, hein, donc sur une gravure qui est postérieure, hein, qui date de 1761, mais on voit donc l'église des Récollets qui se trouvait là à ce moment-là. Alors, quelques jours après, elle existe toujours. alors elle n'existe plus parce qu'elle a été, remplacée par une autre église, je vais en parler juste après. Et en fait, effectivement, elle a existé jusqu'en 1796. Voilà, je vais vous dire exactement le lieu où elle se trouve, où elle se trouvait. Simplement, je voudrais préciser qu'après l'inhumation de Frontenac, eh bien, le père Olivier Goyer, qui était donc aussi un des confesseurs de Frontenac, va prononcer une oraison funèbre extrêmement, avec beaucoup d'emphase. Vous savez, à cette époque-là, c'est comme Bossuet, hein, quand il disait Madame se meurt, Madame est morte. Et bien là, c'est pareil, on a une littérature particulièrement avec de l'emphase. Et Olivier Goyer est aussi un père récollet. Hein, vous voyez, les Récollets sont reconnaissants à Frontenac jusqu'à la fin. Hein. Il dit, Olivier Goyer, il dit « Le comte de Frontenac s'est fait aimer par sa bonté, telle a été sa vie politique. Il s'est fait estimer par sa valeur, telle a été sa vie militaire. On le reconnaît déjà à ses traits, son portrait n'est encore qu'ébauché. Pour y mettre la dernière main, unissons le serviteur de Dieu avec l'homme du roi et le chrétien avec le guerrier. » Vous voyez, hein, c'est très bien écrit, hein, c'est magnifique. Évidemment, c'est un hommage d'Olivier Goyer, mais aussi des Récollets. Vous vous doutez bien que cet hommage va être critiqué, notamment par les jésuites, qui ne vont pas manquer de commenter cette oraison funèbre en expliquant évidemment leur désaccord avec les Récollets. Alors, ça peut intéresser, puisqu'évidemment, il s'agit d'une conférence sur les Récollets. Qu'est donc devenue cette église des Récollets ? Eh bien, plusieurs années après, et surtout après la cession de la Nouvelle-France en 1763, vous savez que le pouvoir anglais va s'emparer de la Nouvelle-France, et le nouvel évêque protestant, puisque là, évidemment, ça va être l'arrivée des protestants, va vouloir s'approprier cette église pour son service, mais en fait, ça ne va pas être possible au départ, mais quelle chance pour lui, enfin, si je puis dire, il va y avoir un incendie. Donc l'église va être incendiée, un incendie accidentel, visiblement, et qui va lui permettre de concrétiser cet objectif, puisque, je cite, « Un incendie se déclare dans une maison de la rue Saint-Louis », hein, c'est la Gazette de Québec qui dit, je cite, « On ne sait comment ». Donc la cause est quand même pas très claire, et eh bien ça va détruire toute l'église des Récollets, de même qu'une partie des archives des Récollets, ce qui est catastrophique. Alors, heureusement, une autre partie avait été versée au séminaire de Québec, et ce feu terrible va même menacer quasiment toute la ville de Québec. On est le 6 septembre 1796. Donc à ce moment-là, l'église ayant disparu, les Anglais ne tardent pas à récupérer le terrain, et ils vont y bâtir une cathédrale protestante qui s'appelle la Holy Trinity Church, la cathédrale de la Sainte Trinité, qui est donc activement soutenue par le nouveau pouvoir britannique, et puisque en 1793, les Anglais ont créé un diocèse anglican à cet endroit-là. Donc évidemment, comme Frontenac avait été enterré dans l'église des Récollets, de même que d'autres gouverneurs, eh bien, on va déplacer leur sépulture, c'est-à-dire que le 11 septembre 1796, on a ça donc dans le cahier de prône de l'église cathédrale Notre-Dame de Québec, c'est un cahier paroissial, on écrivait un peu tout ce qui se passait dans la paroisse, eh bien, les cendres de plusieurs gouverneurs de la Nouvelle-France sont déplacées pour être donc enlevées de l'ancienne église des Récollets, qui vient donc de disparaître, et de les installer dans une crypte de la cathédrale Notre-Dame de Québec. Et c'est le curé de la cathédrale, qui s'appelle à l'époque Joseph-Octave Plessis, qui fait cette annonce à ses paroissiens. Il écrit « Dans la masure de l'église des révérends pères Récollets, on a trouvé les ossements réunis d'un certain nombre de religieux et même quelques cendres des anciens gouverneurs du pays qui y avaient été enterrés.
On a mis tous ces précieux restes dans un cercueil pour y être transportés et inhumés dans la cathédrale. Cette translation se fera immédiatement après la grand-messe de ce jour et vous êtes priés d'y assister. Donc 4 gouverneurs de la Nouvelle-France vont être déplacés de l'ancienne église des Récollets pour être mis dans une crypte de la cathédrale Notre-Dame de Québec. Il y a donc le comte Louis de Buade de Frontenac, le chevalier Louis-Hector de Calière, le marquis Philippe de Rigaud de Vaudreuil et le marquis Jacques-Pierre de Taffanel de la Jonquière. Et donc, à partir du 11 septembre 1796, ces 4 grands gouverneurs quittent donc le site de l'église des Récollets pour être mis dans la cathédrale de Notre-Dame de Québec. Et en 1890, on va rédiger une plaque où il sera écrit « À la mémoire des gouverneurs de la Nouvelle-France décédés à Québec, dont les restes, inhumés d'abord dans l'église des Récollets, furent transportés dans cette église en septembre 1796. » Et ensuite, il cite les 4 gouverneurs que je viens de vous citer. Cette crypte a un petit peu été modifiée. Aujourd'hui, il y a une inscription pour Frontenac. Il est indiqué « Sigy Louis de Buade, comte de Palouet de Frontenac, né à Saint-Germain-en-Laye en 1620, décédé à Québec le 28 novembre 1698, gouverneur de la Nouvelle-France de 1672 à 1682, et de 1689 à 1698. Vous voyez, c'est très sobrement rédigé, ça n'a pas l'emphase d'Olivier Goyer et de l'origine funèbre qui a été faite à ce moment-là, mais vous voyez que les tombes des gouverneurs ont été sauvées, puisque l'église des Récollets a disparu. Alors, pour conclure, pour terminer, je dirais que les Récollets connaissent leur âge d'or sous le mandat de Frontenac, ça me paraît évident, avant de tomber progressivement dans l'oubli. Alors, vous savez qu'il y a une historienne qui s'appelle Caroline Galland, qui a analysé donc, leur marginalisation dans la mémoire de la Nouvelle-France. Donc, elle a expliqué qu'en fait, voilà, les Récollets, elle a fait une thèse, puis ensuite, je crois, une publication et des articles. C'est elle qui a fait une conférence. D'accord, voilà. Justement, ça fait un lien avec cette conférence, puisque elle va montrer que cet effacement, en fait, ne résulte ni d'un manque d'engagement, ni d'une inefficacité missionnaire, mais tout simplement parce que leur action a été peu mise en récit, contrairement aux jésuites, qui ont largement diffusé leurs relations en Europe, les relations des jésuites. Et l'oubli des Récollets, en fait, c'est vraiment un déséquilibre dans l'accès à la parole historique, puisque, en fait, la mémoire collective dépend aussi, évidemment, du pouvoir que les uns et les autres ont à l'instant où ils sont. Et en fait, je voudrais quand même mettre en avant ces 2 livres qui sont écrits par des pères récollets, que je vous invite à lire. Et j'aimerais qu'ils soient remis réédités en livres contemporains, parce que c'est vraiment très intéressant. Vous avez le livre de Chrétien Leclerc, qui s'appelle « Premier établissement de la foi dans la Nouvelle-France ». J'en ai parlé, c'est un extrait que j'ai donné tout à l'heure. Exactement, c'est l'extrait qui a été lu tout à l'heure, qui est, regardez sur la couverture, dédié à Monsieur le comte de Frontenac. Et dans ce livre, eh bien, Chrétien Leclerc, c'est lui qui a popularisé la fameuse expression « par la bouche de mes canons et à coups de fusil », que Frontenac donc, prononce. Vous savez que c'est le secrétaire de Frontenac qui s'appelait Monseigneur, qui a, lui, été témoin de ça, qu'il a écrit dans un rapport, mais ensuite, le père Chrétien Leclerc a repris cette phrase pour la faire passer à la postérité. Et puis, également, donc, Louis N. Pin, c'est l'autre livre qui s'appelle « Voyage ou nouvelle découverte d'un très grand pays dans l'Amérique entre le Nouveau-Mexique et la mer glaciale » par le révérend père Louis N. Pin. Donc Louis N. Pin, lui, eh bien, il va également parler des découvertes faites à l'époque de Frontenac. Et alors, j'aime bien cette anecdote, c'est à ce moment-là que les Européens vont aller aux chutes du Niagara. Et donc vous avez une description extrêmement émouvante eh bien, des chutes du Niagara à l'époque de Frontenac. Alors évidemment, c'est une heureuse coïncidence, j'allais dire, que ce soit dans le cas notamment du père Leclerc, Chrétien Leclerc, un père récollet qui ait contribué le plus à la postérité du gouverneur dans un livre qui est donc, comme je l'indiquais, dédié et dédicacé à Monsieur le comte de Frontenac, gouverneur et lieutenant général de la Nouvelle-France. Et puis, évidemment, en termes de postérité, on a l'horizon funèbre d'Olivier Goyer, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, pour terminer,
Notons enfin que le monument de la foi, c'est un monument fontaine du style gothique qui se trouve dans la ville de Québec. Il a été érigé sur la place d'armes de la ville de Québec pour commémorer le 3e centenaire de l'implantation de la foi au Canada avec l'arrivée des pères récollets, donc en 1615. Le monument a été dévoilé le 16 octobre 1916. Il est placé devant le château Frontenac, ça ne s'invente pas, donc renouant symboliquement le lien très fort entre les Récollets et le très charismatique gouverneur de la Nouvelle-France. Vous savez que ce château n'existait pas à son époque, mais en tous les cas, il porte son nom. Donc on a ici sur cette photo, d'un côté, le château qui porte son nom, le château Frontenac, et de l'autre, la représentation donc, des Récollets. Et l'histoire des Récollets, notamment à l'époque de Frontenac, a été aussi beaucoup remise en avant en 2015, puisque le 9 novembre 2015, le gouvernement du Québec a désigné l'arrivée des Récollets en 1615 événement historique en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de votre attention.